Aujourd'hui au Bélarus se sont tenues des élections présidentielles et j'enregistre cette vidéo sans même avoir les résultats officiels puisque on le sait déjà, Alexander Loukachenko a remporté un 7e mandat. C'est évidemment une élection qui n'offre aucune surprise, mais elle nous livre quand même une série d'indicateurs sur la politique de ce pays qui est désormais un satellite de la Russie mais qui s'efforce de conserver les apparences d'une souveraineté et qui cherche peut-être à se dégager des marges de manœuvre pour renouer des liens avec des pays européens. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo qui est mon 100e décryptage sur cette chaîne YouTube. L'occasion de vous remercier encore une fois pour votre intérêt, votre fidélité et vos commentaires. Vous êtes déjà plus de 3500 personnes à me suivre et c'est particulièrement encourageant de voir que mes analyses et mes plus de 10 ans en Ukraine et dans la région de la mer Noire peuvent être utiles et intéressantes. Donc merci encore une fois. Alors le Bélarus justement, ce n'est pas à proprement parler la région de la mer Noire, mais le pays s'inscrit clairement dans les dynamiques à l'œuvre, notamment en ce qui concerne l'Ukraine. Alexander Loukachenko, Alexander Loukachenka dans sa version bélarusse, il est au pouvoir depuis 1994 et il détient donc le record de longévité parmi tous les dirigeants en Europe. Son style de pouvoir, ce n'est évidemment pas un style démocratique. Rappelez-vous, dans les années 2000, on appelait Loukachenko le dernier dictateur d'Europe. Maintenant, ça paraît bien lointain avec le durcissement de plusieurs régimes, que ce soit en Russie, mais aussi en Hongrie ou en Slovaquie. Pendant toutes ces années à la tête du Bélarus, Alexander Loukachenko a maintenu le pays sous une chape de plomb, notamment en contrôlant les médias et en emprisonnant ses opposants ou en les forçant à l'exil. Enfin, le Bélarus a tous les attributs d'une dictature moderne qui revendique une continuité avec l'URSS et qui aussi a assuré, et ça c'est important de le signaler, une certaine stabilité, notamment une stabilité économique. Il y a une recette bélarusse, donc d'une économie dirigée avec des éléments de planification, donc selon le modèle soviétique, qui est entretenu par les énergies peu chères, donc les hydrocarbures qui sont livrés au Bélarus par la Russie. Et cette recette, évidemment, elle est très embellie par la propagande. Tout n'est pas rose au Bélarus, mais globalement, ça a marché dans le sens où ça a évité aux habitants du Bélarus les désordres et les crises qu'ont connues tous les pays post-communistes et post-soviétiques voisins, donc évidemment les pays baltes, la Pologne, la Russie et l'Ukraine. C'est donc un carré de stabilité dans une zone particulièrement mouvante, et cette stabilité, elle est incarnée par Alexander Loukachenko, pour le meilleur, mais aussi pour le pire, comme par exemple en 2020 qui représente une véritable rupture dans la présidence Loukachenko. On se rappelle, les scores officiels à la présidentielle lui donnent officiellement 81%, mais ce résultat, eh bien, il est contesté dans la rue par des manifestations géantes, quelque chose que le Bélarus n'avait jamais connu, et des manifestations qui ont été réprimées dans la violence, avec des milliers d'opposants et de protestataires qui ont été maltraités, arrêtés, emprisonnés ou forcés à l'exil. Après cette séquence de 2020, le pouvoir a refermé les rares zones de liberté qui existaient au Bélarus. Il a encore plus cadenassé les médias qu'auparavant. Et la Russie a encore plus renforcé sa mainmise sur le pays, notamment à travers l'invasion généralisée de l'Ukraine. On se rappelle que le Bélarus a prêté son territoire aux troupes russes pour qu'ils envahissent l'Ukraine le 24 février 2022, donc notamment à travers Tchernobyl, et ensuite pour tirer des drones et des missiles sur l'Ukraine dans ce qui est devenu une série de bombardements quasi quotidiens du pays. Et donc évidemment dans ce contexte, le poids de la Russie et des Siloviki s'est encore plus renforcé et personne n'imaginait que Alexander Loukachenko n'allait pas obtenir un 7e mandat lors de cette élection du 26 janvier 2025. Pendant que j'enregistre cette vidéo, je vois qu'il y a déjà des sondages de sortie des urnes, donc là évidemment je mets des guillemets autour de sondages de sortie des urnes, mais qui donnent à Alexander Loukachenko une victoire à 87%, donc encore plus qu'en 2020. Ça c'est un phénomène intéressant, là j'ouvre une parenthèse, c'est cette obsession des dictateurs de se faire confirmer, de se faire légitimer par des simulacres électoraux à intervalles réguliers, une espèce de pièce de théâtre où tout le monde sait que ce n'est pas vraiment réel, mais les participants jouent le jeu quand même, sachant que évidemment ça ne veut absolument rien dire de la réelle légitimité populaire du dirigeant qui organise ce scrutin. On se rappelle qu'en 2021, Bachar el-Assad en Syrie avait obtenu 95% des suffrages, juste 3 ans avant que son armée s'efface, que ses villes tombent et que lui-même parte à l'exil, visiblement sans susciter beaucoup de regrets parmi sa population. Bref, je ferme cette parenthèse. Donc à cette élection du 26 janvier au Bélarus, il y avait
4 opposants en face d'Alexander Loukachenko, 3 qui représentaient clairement le pouvoir et une opposante qui est très critiquée par l'opposition parce qu'elle serait achetée justement par ce pouvoir. Et pour ce qui est des vrais opposants, le pouvoir avait manié la carotte et le bâton pendant la campagne électorale en graciant et en relâchant des prisonniers politiques qui étaient emprisonnés depuis 2020 tout en procédant à l'arrestation d'une nouvelle série de potentiels contestataires. Et l'opposition, elle est principalement en exil et elle a manifesté aujourd'hui, ce 26 janvier, notamment à Varsovie, où se trouve la leader attitrée de l'opposition depuis 2020, Svetlana Tikhanovskaya, et qui, elle, aujourd'hui, a encore une fois fait preuve de sa détermination tout en faisant montre de son incapacité à obtenir un changement de régime. Selon elle, il y a 2 facteurs qui pourraient assurer un changement de régime au Bélarus. C'est soit une victoire de l'Ukraine, soit l'âge d'Alexander Loukachenko. Le dirigeant, en l'occurrence, il a 70 ans, donc évidemment, ce n'est plus tout jeune, mais c'est quand même 2 ans de moins que Vladimir Poutine et 8 ans de moins que Donald Trump. Et donc Alexander Loukachenko, eh bien il est incontesté au Bélarus, il reste en place, et l'élection d'aujourd'hui sert évidemment à jalonner sa présidence, puisque c'est évidemment un temps fort politique et médiatique pour le régime. Elle sert aussi donc à consolider son pouvoir d'après cette obsession pour le respect des règles, en tout cas en apparence. Elle a aussi donné lieu à une confirmation de l'intégration du Bélarus dans l'appareil militaire russe, puisque Alexander Loukachenko, juste après être allé voter, a confirmé que son pays allait accueillir des missiles balistiques de portée intermédiaire Oreshnik, et d'après lui, ces missiles seront déployés d'ici quelques jours, sachant que selon la constitution qui a été amendée, le Bélarus est déjà apte à accueillir des missiles nucléaires russes. On n'a jamais vraiment eu de confirmation que ces missiles étaient effectivement déployés, mais en tous les cas, c'est possible. Reste que cette élection, si elle est bel et bien un simulacre, eh bien, elle peut servir à Alexander Loukachenko à créer les conditions d'un moment politique pour renouer des liens avec des pays européens et occidentaux en règle générale. Et pourquoi est-ce que Alexander Loukachenko serait intéressé de faire ça? Parce que, bon, je l'ai dit, il est complice de Vladimir Poutine dans l'invasion de l'Ukraine, et dans ce contexte, évidemment, il essaye d'exister. Donc, par exemple, dans ses discours politiques, il n'arrête pas de dire « on a décidé avec Poutine » ou « j'ai informé Poutine que », mais ça, évidemment, depuis 2022, voire même avant, ce n'était qu'une posture. Mais surtout, depuis 2022, la position d'Alexander Loukachenko s'est considérablement affaiblie. On a vu qu'une première série de négociations entre Russes et Ukrainiens s'était effectivement tenue sur le territoire bélarus, donc c'était fin février, début mars 2022. Mais ensuite, ces négociations, elles ont bougé très vite à Istanbul, et surtout la mutinerie Prigojine, donc de l'été 2023, a complètement discrédité Alexander Loukachenko, puisque, vous vous rappelez, il s'était présenté comme celui qui avait convaincu Yevgeny Prigojine de renoncer à sa marche sur Moscou. Il avait donné des garanties de sécurité à Yevgeny Prigojine, mais aussi il avait offert l'asile à plusieurs miliciens de Wagner. Mais quelques mois plus tard, sa crédibilité avait volé en éclats avec Yevgeny Prigojine dans l'explosion d'un avion au-dessus de la Russie. Et c'est là où on a vu que ces garanties de sécurité, eh bien, elles ne servaient strictement à rien. Et depuis, on n'arrête pas de constater que le Bélarus est minoré par la Russie. Vladimir Poutine a compris les limites militaires, logistiques, techniques de son allié. Et les meilleurs amis de la Russie actuellement, ce n'est pas le Bélarus, mais ce sont l'Iran et la Corée du Nord. Et donc Alexander Loukachenko se trouve dans une situation où son pays est plus absorbé que jamais par la Russie, mais où sa voix compte, elle, moins que jamais, si on peut dire. Et donc dans ce sens, eh bien, il pourrait être tenté de renouer avec sa politique de balancier, donc entre l'Est et l'Ouest, et cette élection, ce simulacre d'élection, pourrait créer un moment politique où il pourrait lancer quelques perches. Et ça, je sais que dans le contexte actuel, ça peut sembler un peu farfelu, mais d'une part, il faut bien comprendre la position très précaire d'Alexander Loukachenko, et d'autre part, il faut constater le début très musclé et très brutal de la présidence de Donald Trump aux États-Unis, et qui fait qu'il pourrait y avoir des nouvelles oreilles qui se tendraient à Washington, et puis par extension, de manière indirecte, à Budapest ou à Bratislava, et qui viennent sortir le Bélarus de son tête-à-tête avec la Russie. Et donc voilà, je m'arrête ici sur cette élection qui n'en a pas été une, mais qui marque un temps politique qu'il faut observer et qu'il faut inclure dans la lecture des tendances régionales. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.